Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Marc-André Cossette. Bienvenue à l'Essentiel. Le ministre fédéral des Ressources naturelles était à Houston, au Texas, au cours des derniers jours, avec un message clair à l'industrie mondiale de l'énergie. Le Canada est de retour. Tim Hodgson participait à cette grande conférence annuelle du secteur énergétique en compagnie des premiers ministres conservateurs de l'Alberta, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador. Une offensive qui s'inscrit dans la volonté d'Ottawa de positionner le Canada comme une superpuissance énergétique mondiale, alors que la planète fait face à une crise énergétique majeure provoquée par la guerre américano-israélienne en Iran, un conflit qui ravive les craintes de pénurie de pétrole et de gaz, d'une poussée de l'inflation et d'un ralentissement économique à l'échelle mondiale. Pour en discuter, je reçois Yvan Clich, spécialiste de l'énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Monsieur Clich, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Bon, le message d'Ottawa est clair. Le Canada veut pleinement assumer son rôle de superpuissance énergétique et vraiment tourner la page sur sa réputation de pays trop prudent ou trop lent à développer ses ressources naturelles. Comment pensez-vous que l'industrie accueille-t-elle vraiment ce virage du gouvernement Carney? Ben, je pense que c'est sûr que pour l'industrie canadienne et notamment celle de l'Ouest du Canada, c'est de la musique à leurs oreilles. On le voit d'ailleurs tout simplement par les sourires là, de la première ministre de l'Alberta lorsqu'elle était en compagnie là, du ministre fédéral de l'Énergie ou même avec M. Carney. Donc, ce qu'on sent actuellement pour les provinces productrices d'énergie fossile, notamment l'Alberta, c'est une grande confiance là, en l'avenir. Maintenant, la pression va devenir, je pense, de plus en plus importante au cours des prochaines semaines, des prochains mois pour qu'il y ait des projets véritablement là, qui soient mis en branle ou en tout cas qu'on rentre dans les phases d'avant-projet de projets d'exportation d'énergie fossile du Canada. Oui, parlant justement de projets qui pourraient être mis en branle, selon Reuters, l'administration du président Trump discuterait avec le Canada d'une relance partielle du projet de pipeline Keystone XL. À Ottawa, on évoque ce projet comme une carte potentielle dans les négociations commerciales avec les États-Unis. Votre réaction à ce reportage, est-ce que vous pensez vraiment que ce projet pourra enfin voir le jour? Ben, si je me fie aux réactions là, de certains acteurs, là, notamment ceux qui seraient responsables de construire le pipeline, il semble qu'effectivement, il y a un intérêt qui semble réel et soutenu pour raviver ce projet. Il faut se rappeler que le projet dans sa version albertaine avait été complété. On veut le faire aussi plus court, éviter certains territoires où il y avait eu des contestations plus importantes. Donc, la quantité de pétrole qui avait été initialement prévue dans les projets dans leur phase antérieure serait un peu réduite, mais il semble effectivement y avoir un certain momentum derrière ce projet. Alors, c'est sûr que ça soulève aussi bien sûr l'espoir au niveau de l'industrie canadienne. C'est sûr que l'Alberta reste un grand producteur et est assis sur d'importantes capacités de production. La province a assurément la capacité de livrer plus de pétrole aux raffineries américaines. Et bon, ben c'est effectivement, vous l'avez évoqué, c'est aussi une carte pour le Canada dans le cadre de ses relations commerciales avec les États-Unis. On veut bien faire comprendre, dans le fond, que le Canada participe à la sécurité énergétique des États-Unis et un tel projet, bien sûr, viendrait renforcer ce message. Donc, vous croyez vraiment qu'il y a vraiment un engouement de la part de l'administration américaine de vraiment aller de l'avant avec ce projet? Ben, c'est difficile vous savez, avec l'administration actuelle, c'est toujours difficile de lire les choses. D'une part, M. Trump avait été lui-même très en faveur du projet. Il avait parlé vraiment en faveur de ce projet-là avec beaucoup d'enthousiasme. C'était véritablement la priorité de sa première administration. Maintenant, on l'a vu avec M. Trump 2.0, on est dans une situation qui est drôlement différente. M. Trump a même dit que dans le fond, il n'y avait pas besoin du Canada, y compris sur le plan énergétique. Dans le fond, la réalité, elle est complètement autre. C'est faux. Le Canada, dans le fond, participe beaucoup à la sécurité énergétique des États-Unis. On livre quand même plus que 4 millions de barils de pétrole, difficilement remplaçable, comme c'est du pétrole lourd. Les raffineries américaines sont très satisfaites de la relation commerciale avec le Canada et sont preneuses là, pour obtenir
plus de pétrole lourd du Canada et pour en fait intensifier la relation commerciale. Donc, au-delà de la polémique, je pense que oui, il y a un intérêt de la part du Canada, mais aussi des États-Unis, à renforcer cette relation pétrolière entre les deux pays. Ici au pays, on approche le 1er avril. Ça marque une échéance importante pour certains éléments de ce protocole d'entente qui avait été signé en novembre par l'Alberta et Ottawa. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a déclaré hier à Houston que les deux parties progressaient sur 2 des 4 dispositions qui devaient être finalisées d'ici la fin du mois, mais que les accords concernant, d'un côté, la tarification du carbone industriel et de l'autre, celle avec les entreprises des sables bitumineux dans le cadre de ce projet de captage du carbone Pathways, ça s'avère plus difficile. Quel constat est-ce que vous dressez face à ces difficultés? Et surtout, si les échéances du 1er avril ne sont pas respectées, quel signal est-ce que ça risque d'envoyer aux investisseurs qui hésitent peut-être encore à véritablement s'engager? Ben, il faut dire que moi, je considérais que l'échéancier était quand même relativement serré là, pour des projets d'une si grande complexité. C'est sûr que le Canada, là, part vraiment, si on prend une expression connue avec 2 prises contre lui en termes de réputation comme lieu qui accueille relativement favorablement des investissements dans les énergies fossiles. On le sait, l'Alberta, ça a été vraiment un de ses chevals de bataille contre l'ancienne administration libérale. Et là, je pense que les attentes du côté albertaine sont vraiment très élevées. C'est un peu comme si, après une longue période, en guillemets, de difficultés, où on se sentait incompris, mal aimé, ben là, on avait quelqu'un qui parlait davantage un langage favorable, un langage d'ouverture. Donc, je pense que les attentes sont très grandes. Et il va falloir que si on n'arrive pas à une entente, que ce soit plutôt l'Alberta qui soit vocal pour mentionner que non, les discussions progressent bien et puis que cet échéancier-là est peut-être un peu arbitraire et puis que, dans le fond, on a encore bon espoir d'arriver à une entente. Par contre, si au contraire, on dit que non, les discussions sont un peu empêtrées, enlisées, là, effectivement, ça va, je dirais, renforcer cette image plutôt négative de la part des acteurs des industries fossiles pour investir éventuellement au Canada d'ici les prochains mois, les prochaines années. Évidemment, le contexte a beaucoup évolué depuis le mois de novembre. Les marchés pétroliers, on le sait, sont totalement bouleversés par la guerre en Iran. Certains parlent de la pire crise énergétique depuis les chocs pétroliers des années 1970. On crée une flambée de l'inflation, une récession mondiale même. À plus long terme, qu'est-ce que vous anticipez comme répercussions du conflit pour l'industrie énergétique canadienne? Ce conflit-là, très nettement, est favorable pour l'industrie canadienne parce que ce qu'on voit actuellement, c'est justement que la sécurité d'approvisionnement est jamais assurée, surtout quand ça vient de régions qui sont instables politiquement. Donc, la sécurité énergétique, ça se définit beaucoup par une bonne diversité de fournisseurs et également par un risque politique faible de la part de ces fournisseurs qui vous fournissent donc une commodité, l'énergie qui est fondamentale, qui est essentielle pour faire fonctionner votre économie. Alors, le Canada, lui, a beaucoup de capacités de production, un peu moins de capacités d'exportation, mais elles sont quand même là et sont vouées probablement à se développer. Et le Canada est un fournisseur stable, prévisible, qui n'utilise pas, contrairement à la Russie ou les États-Unis, la relation énergétique comme un facteur de coercition ou de contrainte. Donc, c'est clair qu'actuellement, les acheteurs de pétrole et de gaz dans le monde, certainement, seraient tout à fait ouverts à une présence accrue du Canada et à engager des relations commerciales à long terme avec le pays. Quand le ministre fédéral de l'Énergie dit qu'il reçoit beaucoup d'appels de différents pays qui sont intéressés à l'énergie canadienne, je le crois. Je pense que le Canada, dans la situation actuelle, a des belles cartes à jouer. C'est une opportunité assez unique pour justement rappeler aux différents acheteurs que nous avons de l'énergie et qu'elle est fiable et qu'on peut compter sur nous à long terme. Yvan Clusse, spécialiste de l'énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci, au plaisir.